Bonsoir tout le monde. C'est un peu bizarre de parler. J'ai l'habitude de parler devant les étudiants ou dans des conférences. Là, c'est quand même aussi un nouveau monde qui s'ouvre pour moi comme pour tout le monde, ce monde décidément virtuel dans lequel nous sommes peu plongés. Peut-être, je fais déjà de la futurologie, peut-être pour de bon pour le futur, on n'en sait rien. Mais je vais moi surtout essayer de vous parler du passé dans ces circonstances contemporaines et même un peu futuristes qui sont les nôtres aujourd'hui. Et j'ai repris pour ça, je vais vous en parler pendant 20 à 25 minutes. Ensuite, j'espère qu'on aura du temps pour les discussions et les questions et les commentaires. J'ai choisi de vous présenter un certain nombre d'images qui scandent un petit peu mon exposé. J'ai essayé de réfléchir, de reprendre un petit peu le point de vue des rapports entre médecine et société, du plus longtemps qu'on puisse s'en souvenir à propos de cette question de l'épidémie. Et je me suis demandé et d'autres historiens avant moi et mes collègues contemporains se posent la question de savoir à partir de quand on peut parler effectivement d'épidémie. Quelles sont les premières attestations, les traces des épidémies? Alors, une réponse facile, c'est de dire de tout temps, il y a eu des épidémies. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une grande constatation générale, de grand public, je dirais, qu'on dit, mais au fond, on n'a jamais quitté ce régime des épidémies. Ce qui nous arrive maintenant, c'est pas si nouveau que ça. Alors, au-delà de ce truisme, je vais essayer quand même de voir ce qu'on en a fait de cette constatation un peu banale, qu'il y a toujours eu des épidémies, et puis quels sont les types de savoirs et comment les sociétés humaines ont pu s'organiser et réfléchir et faire de ces épidémies un objet de science. Comment, au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est moins de dire il y a eu la grippe déjà dans l'Antiquité, plutôt que de dire comment est-ce que les sociétés humaines, ça c'est ma perspective d'historien, comment les sociétés humaines font avec ce phénomène biologique, qui d'emblée n'est plus biologique, qui est d'emblée social, bien sûr, puisqu'on implique les sociétés humaines. Et je m'intéresse aux premières traces, et les premières traces, je vais les chercher non pas vraiment forcément dans des osselets qui seraient restés dans des coins où on pourrait dire il y a eu du typhus par ici au moment de la peste athénienne ou je ne sais quoi, mais c'est plutôt comment est-ce que les humains ont conçu la santé et dans quelle mesure ils ont tenté de la conserver. Donc au fond, j'essaie de faire une généalogie de la notion contemporaine de santé publique et aussi de la santé individuelle, l'une et l'autre étant intimement liées. Et puis, je constate qu'aussi longtemps qu'on puisse remonter dans l'Antiquité, je parle de la civilisation occidentale, nous disons du pourtour méditerranéen, n'étant pas spécialiste, n'ayant pas accès véritablement aux sources, par exemple pour le monde asiatique, qui serait extrêmement intéressant de voir. Mais là, pour ça, il faudrait avoir les compétences que je n'ai pas dans les langues anciennes de l'Asie du Sud-Est ou de la Chine, par exemple. Toujours est-il que pour l'Europe, par exemple, les premières attestations que nous avons de pratiques visant à préserver la santé collective, donc je ne vais pas d'emblée du côté des épidémies, mais j'essaie de penser comment est-ce qu'on pense la santé d'une population, d'un groupe, du peuple, eh bien, je les vois dans un certain nombre d'écrits qui datent des siècles avant Jésus-Christ et qu'on a rassemblés sous le vocable de corpus hippocratique. C'est le nom d'Hippocrate, si vous voulez, mais Hippocrate, ce n'est pas lui-même un personnage clairement identifié historiquement, c'est plutôt une sorte de mythologie autour d'écrits qui ne sont pas eux mythologiques et qui sont conservés depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et là, je vois dans ces ouvrages une tentative de rationalisation de ces notions de santé publique et de santé individuelle. Et je vois en particulier, il y a un traité dont je vous montre ici une édition beaucoup plus récente. On est à Londres au XVIIe siècle. Ça doit vous dire quelque chose, puisqu'à Londres au XVIIe siècle, il y a la fameuse peste de 1665, bien décrite par Daniel Defoe, qui est un des grands moments de la littérature anglaise. À cette époque-là, on s'intéresse, en Angleterre et pas seulement ailleurs, aux écrits de ces anciens qu'on croyait être attribués à un seul personnage, Hippocrate. Ici, vous voyez sa figure, représenté comme un sage. Évidemment, ça n'a rien de réaliste, c'est une figure idéalisée. Et ce qui est intéressant, c'est le titre. C'est un ouvrage donc, du XVIIe siècle, de 1734 pour être tout à fait précis. Donc on est au XVIIIe siècle, une édition imprimée
de traités hippocratiques, donc de cette très ancienne médecine qui se préoccupe à la fois de l'individu et de la société, et dans lequel on voit par exemple que Hippocrates upon Air, Water and Situation, c'est un titre d'un ouvrage très fameux qui est peut-être le premier traité, cette fois-ci, d'épidémiologie de notre tradition occidentale, air, eau, lieu, et qui essaie de réfléchir à ce qui crée les maladies dans des situations particulières. Et il attribue l'auteur hippocratique, comme je vais l'appeler, je ne sais pas son nom, c'est un anonyme, mais son discours s'est transmis jusqu'à nos jours, et en passant par le XVIIe, XVIIIe siècle anglais ici, eh bien, air au lieu, c'est une réflexion sur pourquoi les maladies, elles arrivent dans des situations aériques particulières, des situations hydrologiques particulières, et situation, c'est au fond la géographie. Donc, c'est quelque chose qui tend à attribuer l'apparition, une théorie qui tend à attribuer l'apparition de maladies dans le contexte géographique. Ça a été une théorie extrêmement importante qui a duré jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Il y a eu des débats féroces, notamment pour essayer de déterminer quelles étaient les causes des épidémies. Une des grandes causes qu'on attribuait pour le déclenchement des épidémies, depuis l'Antiquité jusqu'à assez récemment, et il y a probablement encore aujourd'hui quelque chose qui demeure dans certaines théories contemporaines, qu'une épidémie arrive dans un endroit où, en quelque sorte, l'air est corrompu, hein, air ou l'eau, ou les situations. Bref, l'ennemi qui nous arrive dessus, l'épidémie. Vous voyez que le titre qui suit le titre Air au lieu, Air, Water and Situation, Epidemical Diseases, les maladies épidémiques, eh bien, on essaie de comprendre ce que ces maladies épidémiques, comment elles surviennent. Et une fonction possible, une cause possible, c'est précisément celle de dire que c'est lié aux émanations néfastes, aux empoisonnements de l'atmosphère par toutes sortes de groupes humains ou non. Enfin bref, toutes sortes de possibilités sont données pour attribuer des causes aux épidémies. Et donc, au fond, avec l'Antiquité, on a déjà posé des éléments de réflexion qui s'avéreront plus ou moins erronés, plus ou moins exacts par les découvertes ou les progrès scientifiques des siècles ou des millénaires à venir. Mais quand même, on voit qu'il y a une pensée qui dit qu'il y a des maladies qui arrivent aussi sur des populations, sur des régions entières, et pour lesquelles il y a une préoccupation médicale à avoir, sans forcément que l'on agisse de façon très efficace. Toutefois, là, l'archéologie nous aide à comprendre qu'effectivement, depuis l'Antiquité, on peut observer qu'il y a des réalisations comme par exemple des assainissements de centres urbains. Rome, ville super peuplée, 1 million d'habitants peut-être au IIe siècle après Jésus-Christ, lieu de nombreuses, entre guillemets, épidémies. En tout cas, c'est dans notre jargon contemporain, on appellerait ça des épidémies, des maladies qui tombent sur la ville et qui font des ravages, on ne sait pas très bien lesquels et pourquoi, eh bien, on voit les autorités réagir en essayant d'assainir sur la base de ces théories, d'aérer, par exemple, ou de systématiser la distribution d'eau, sans que forcément ces pratiques soient liées à des concepts qu'aujourd'hui nous considérerions comme pertinents. Ce n'est pas forcément pour de l'eau pure qu'on en amène de l'eau, mais c'est en l'idée qu'en arrosant bien, eh bien, les choses iront mieux, sans se poser la question de savoir si cette eau est souillée par des bactéries ou pas, puisqu'il n'y avait évidemment pas à l'époque de notion de bactéries. Mais c'est intéressant de voir comment des pratiques se mettent en place sur la base d'un certain nombre de théories, comme celle attribuant justement les épidémies à l'air, à l'eau, à la géographie, à la situation en quelque sorte historique de la communauté en question. Eh bien, là aussi, l'épidémie comme terme, d'ailleurs, est tout à fait intéressant. Vous savez que l'étymologie d'épidémie, ça vient du grec, c'est épi, au-dessus, sur une grande surface, l'épiderme, qui recouvre le derme, l'épidémie qui recouvre le peuple. Démos, c'est le peuple, démocratie. Épidémie, c'est la même chose que démocratie, enfin, c'est la même origine. Hein, et on sait que les épidémies mettent à mal les démocraties, on en parle beaucoup aujourd'hui. Le terme racine est le même, démos, le peuple. Quelque chose qui arrive sur le peuple, non pas sur l'individu, mais sur le peuple. Donc, en reprenant ces différents éléments de l'Antiquité, on voit qu'un certain nombre d'éléments de réflexion et voire de pratiques sont mis en place que l'on verra beaucoup plus mis en évidence à partir du XIVe siècle, peut-être aussi parce que nous avons à partir du XIVe siècle des sources beaucoup plus
pertinente et abondante aussi pour documenter cette fois-ci qui sera clairement conceptualisé comme des épidémies. Je fais référence là évidemment aux grandes épidémies dont on parle beaucoup aujourd'hui, qu'on ressurgit, qu'on déterre si l'on veut, qui sont celles de peste, la fameuse grande peste de 1348-1350. Dans beaucoup de journaux, de médias aujourd'hui, on a mis en évidence le rapport entre cette grande peste de 1348 qui a ravagé l'Europe, tuant dans certains endroits plus de la moitié de la population d'une ville ou d'une région, donc des désastres absolument sans commune mesure avec la Covid-19 d'aujourd'hui, mais toutefois, la Covid-19 nous remet en mémoire ces épisodes-là. Et ces épisodes-là, pour l'historien, c'est surtout l'occasion de voir, outre les dégâts démographiques, culturels, politiques, économiques que cela a dû, quand on peut le documenter, que cela a provoqué dans les populations, en Suisse, enfin dans ce qui était à l'époque pas encore la Suisse, les régions romandes ou là où des historiens ont documenté cela, eh bien là, on s'aperçoit aussi que ces phénomènes arrivant, on a pu aussi, grâce à l'archéobiologie, diagnostiquer cette peste comme une peste liée à ce que nous appelons aujourd'hui encore la peste, à savoir liée à une bactérie particulière, le bacille, la Yersinia pestis, le bacille découvert par Yersin à la fin du 19e siècle. On sait que cette peste-là est la même, en tout cas l'agent causal est le même. À l'époque, on ne savait pas qu'il y avait un agent causal comme celui-ci. Justement, au Moyen-Âge, on avait tendance, sur la base de ces théories déjà anciennes d'Hippocrate, à attribuer ça aux mauvais airs, à des émanations, au vent poussant d'une ville à l'autre, des miasmes ou on ne sait pas très bien quoi. Enfin bref, il y avait toute une série de théories possibles, pas toujours exactes selon notre point de vue, mais qui tentaient de donner une rationalité à ces phénomènes qui tombaient sur le peuple, à ces épidémies. Eh bien, là aussi, on peut déjà observer que les gouvernements, les États, quel que soit l'état politique de la région touchée par la Grande Peste, par exemple, ou les différentes vagues de peste qui suivirent jusqu'au XVIIIe siècle, mettent en place des principes qui ressemblent furieusement à ce que nous voyons aujourd'hui. Des confinements, c'est-à-dire des personnes qui sont interdites de mouvement, qui doivent rester chez elles, des mises à l'écart de toute une série de personnes, les lépreux, les pestiférés, donc des quarantaines aussi. Les premières quarantaines ont lieu dans le contexte probablement de la Grande Peste, peut-être un peu plus tard, à la fin du XIVe siècle. On cite souvent l'exemple de Ragus, c'est-à-dire de Dubrovnik, dans l'actuelle Croatie, où est-ce la Serbie? Non, je crois que c'est la Croatie maintenant, qui est une ville qui met en place la première quarantaine officielle. Il y en a peut-être eu d'autres avant, peu importe qui est le premier, donc où on isole des groupes de personnes, des navires suspects de transporter la maladie. Donc, et aussi des mesures de santé publique sous la désignation, par exemple, de médecin des épidémies. Le médecin cantonal qu'on voit beaucoup dans les médias aujourd'hui, il a son origine au Moyen-Âge où, par municipalité, par cité, par entité politique, vous avez un expert, un homme de l'art qui est plutôt qu'une femme de l'art, effectivement, c'est plutôt des hommes qui tiennent le pompon de la médecine au Moyen-Âge et jusque tard au XXe siècle. Eh bien, c'est eux qui sont censés prendre en quelque sorte les mesures qu'il faut pour la quarantaine, l'isolement, le confinement, la propreté des citernes, le contrôle des voyageurs, au fond, des choses qui, peu ou prou, sont exactement celles que nous appliquons aujourd'hui, ces fameuses mesures de distanciation sociale. L'étape suivante que je verrai dans la réflexion, c'est celle qui est illustrée dans la diapositive que vous avez ici, où vous avez au XVIIIe siècle, c'est ce que le siècle qu'on appelle des Lumières, et que le siècle à partir duquel certains philosophes et historiens contemporains ont fait partir la notion de contrôle gouvernemental, la biogouvernementalité, c'est notion un peu jargonnante que des philosophes comme Michel Foucault ou d'autres ont élaboré pour dire qu'au fond, une des préoccupations principales des gouvernements à partir du XVIIIe siècle, c'est la santé. La santé publique, au sens politique du terme, c'est une invention du XVIIIe siècle. Et j'ai pris comme exemple, et je suis assez en accord avec ce postulat-là, que effectivement, lorsque la santé devient un objet politique, non seulement une arme, un objet, mais une préoccupation centrale de la politique vise à préserver la santé
collective ou à prendre des mesures pour, ce que nous voyons aujourd'hui en plein, nous le recevons en pleine figure, cette notion de biogouvernementalité. C'est bien au XVIIIe siècle que des penseurs, des médecins, ici Tissot, un médecin vaudois, qui est un des grands noms de la médecine de l'époque, et qui écrit ces deux ouvrages que j'ai mis en illustration, qui évoquent cette idée de gouvernementalité biologique, où on gouverne les corps, et les sujets deviennent des sujets avec des corps, et c'est ces corps-là qui sont des corps qu'il faut gouverner et contrôler. Alors, Tissot écrit un best-seller absolu, Avis au peuple sur sa santé, qui est illustré ici sur la gauche, et l'inoculation justifiée. L'inoculation, c'est l'ancêtre de la vaccination, la mesure par excellence de la santé publique et la mesure qu'on espère être l'arme ultime et définitive contre toute épidémie. Ça ne marche pas toujours. Aujourd'hui, on espère beaucoup sur le vaccin et on se dit qu'on revivra enfin normalement le jour où on aura trouvé le bon vaccin pour lutter contre le coronavirus, pour provoquer une immunité préalable et sans avoir été infecté par le vaccin. Eh bien, l'idée et la pratique même de cette vaccination, sous des formes un peu différentes, c'est l'inoculation, prônée entre autres par Tissot et d'autres, qui est un grand débat au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il faut inoculer les gens pour les prévenir d'une maladie qui à l'époque fait des ravages et qui en fait d'énormes, avec des taux de mortalité équivalents, voire davantage que ceux du coronavirus actuel? La variole, c'est la maladie qui, au XVIIIe siècle, crée l'effroi et qui revient par vagues successives. Là aussi, les démographes et les épidémiologistes contemporains s'amusent beaucoup aujourd'hui à calculer les pics relatifs, les immunités des populations, un virus modifié qui revient, etc., etc. Et la variole est un beau cas d'étude historique pour réfléchir à ces notions de contamination, de retour de pics épidémiques, de vagues plus ou moins tassées. Une des mesures qu'on trouve et qui s'avérera l'arme fatale, effectivement, c'est l'inoculation, à savoir l'inoculation de ce virus. On l'appelle déjà virus comme ça à l'époque sans savoir exactement de quoi il s'agit, dont on fait l'hypothèse que si on le donne à des moments, si on l'inocule sous la peau à des moments favorables, eh bien ça ne créera pas la maladie, ça créera des défenses contre cette maladie, et le jour où la vraie épidémie viendra, on sera protégé. Et d'autres disent oui, mais quand même, vous attentez à la santé individuelle, au corps, et donc il y a un débat énorme sur la question de l'inoculation au XVIIIe siècle, qui est le débat que l'on rencontre encore aujourd'hui à propos de toute vaccination. Tous les États et les gouvernants et les responsables de santé publique, tous les médecins cantonaux sont confrontés depuis 2 siècles à cette question de la vaccination et de la résistance à la vaccination, puisque c'est une mesure collective qui a quelques effets collatéraux. Effectivement, il y a des morts, il y a des dégâts avec les vaccinations, mais les mathématiciens du XVIIIe siècle s'emploient à démontrer que la population dans son ensemble y gagne largement. Et Tissot et le XVIIIe siècle est vraiment le moment de la prise de conscience et du nouage, je dirais, de cette notion de santé publique, d'une part, et du mouvement politique et du concernement par les autorités politiques. Une des dernières diapositives, après je vous montrerai quelques exemples d'épidémies historiques, mais c'est plutôt pour passer des principes. J'ai pris cette image parce qu'elle est extrêmement parlante. Alors on parle de la tuberculose, on est à la fin du 19e siècle, et puis je dirais qu'à partir du 18e siècle et dès le 19e siècle, on a les éléments qui sont les nôtres aujourd'hui. Les grandes campagnes de santé publique, en voici un exemple. Au début du XXe siècle, combattre la tuberculose. On sait aujourd'hui que ce qu'on craignait au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ce n'était pas le coronavirus, c'était la tuberculose. Une épidémie qui a duré des siècles, on pourrait dire, et qui au XIXe siècle est devenue l'angoisse première des populations et des gouvernements. Et donc, avec un énorme effort, vous voyez les précautions qu'un tuberculeux doit prendre. Si vous voyez au bas de cette affiche, ça ressemble curieusement au confinement, aux gestes barrières, à ne pas se cracher sur les trottoirs, à ne pas éternuer en public, etc. Donc, des comportements qui, au fond, impriment les corps, qui concernent directement les corps et qui sont mis en place par la santé publique, c'est-à-dire à la fois la population qui est priée d'y prendre part, parfois même quand elle n'y prend part, elle est sanctionnée par les autorités, par des
et les lois, des règlements, et au fond, une organisation complexe de la société qui est comprise là-dedans. Et c'est cela, la santé publique aujourd'hui. Et derrière cette affiche, si vous voulez, je pourrais parler pendant des heures de l'histoire du développement des structures qui sont mises en place depuis le 19e siècle, le médecin cantonal, les services de santé publique, l'OMS, les grandes organisations internationales, les endroits locaux, les groupes de prévention de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'épidémies, qui aujourd'hui d'ailleurs concernent au fond à peu près l'ensemble des réflexions sur la santé publique. On parle d'épidémies non seulement d'agents infectieux, en tout cas jusqu'à il y a un mois, on parlait d'épidémies en épidémiologie, on parlait beaucoup d'épidémies d'obésité. On disait que le XXe siècle, ce sera le siècle de l'épidémie d'obésité. Il n'y a pas un microbe de l'obésité, mais il se trouve que l'obésité est conçue comme quelque chose qui s'abat sur le peuple et qu'il faut combattre en termes épidémiques. On parle aussi, les épidémiologistes ont des langages vraiment bizarres des fois, ils vous disent qu'il y a une épidémie du quatrième âge. Donc le quatrième âge, c'est là non plus pas un virus, à ce qu'on sait, en tout cas à ce que je sache, mais les épidémiologistes en parlent quand même comme une épidémie, étant donné que c'est un problème de santé publique qui concerne l'ensemble et que le politique doit pouvoir prendre en charge. Tout ça jusqu'à il y a un mois et demi, où effectivement tout, en quelque sorte, revient en arrière, où l'épidémie, désormais, la pandémie, c'est quelque chose qui est de nouveau au centre des préoccupations globales et de chacun, à travers, cette fois-ci, comme dans le bon vieux temps, si je puis dire, des agents infectieux. Alors, dans les quelques minutes que je voulais, si vous avez encore la patience, s'il n'y a pas trop de monde qui a quitté déjà la webconférence, eh bien, j'aimerais juste vous décrire très rapidement 4 grands syndromes épidémiques, je dirais, à travers quelques images, 2 ou 3 images par ces 4 grands groupes. Le premier, c'est la peste, vous avez tous reconnu ici. Ça évoque, c'est une image de la peste du XVe siècle. C'est le 7e âge du monde, Septima aetas mundi, comme vous voyez en latin tout en haut, imago mortis, les images de la mort, toute cette iconographie qui imprègne l'ensemble de l'histoire de l'art, mais l'ensemble de la culture et l'ensemble des mentalités, je dirais, de l'ensemble de la population européenne, autour de la mort, du rapport de la mort et de la vie, tirée directement d'images de peste. À quel point, c'est une façon de dire à quel point un événement comme la peste noire de 1348-1350 peut être au niveau de l'humanité, avec la grippe espagnole, l'événement le plus frappant du point de vue épidémique, peut-être même davantage. Bon, les gens sont morts depuis bien longtemps, personne ne se souvient de la peste noire. Sinon, les géographies des lieux, vous avez plein d'endroits, y compris ensuite des toponymes qui évoquent l'idée de la peste, des endroits où il y a des fosses communes pour devoir enterrer une moitié d'une population d'une ville comme Lausanne, par exemple. Donc, c'est tout à fait impressionnant et ça laisse des traces dans l'imaginaire. Et c'est ce que je voulais dire à travers cette image. Ça laisse aussi des pratiques. Et si vous avez cette image qui est souvent ressortie ces dernières semaines, vous l'avez sans doute vu dans toute une série de journaux, de magazines, ce médecin des pestiférés. Et vous avez là, si on le décortiquait, une image extrêmement complexe. En fait, ce médecin qui ressemble à un corbeau, qu'est-ce qu'il a? Il est entièrement couvert. Donc, vous voyez, l'idée d'un geste de barrière sociale. Hein, je ne touche pas l'autre qui va me donner la peste. Il tient dans sa main gauche un bâton au bout duquel brûle un encens. Donc, il y a l'idée que l'air est pestiféré. Aujourd'hui, vous avez ces débats sur les forums et sur les réseaux sociaux pour savoir si le virus fait des nuages jusqu'à 3 mètres, s'il reste en aérosol, s'il retombe au sol. Vous avez là quelque chose une rémanence de cette idée de l'aérisme, si vous voulez, hein, qui a dans l'air quelque chose du poison qui transmet la maladie. Et le médecin se prémunit la contre. Et il a cette espèce de grand nez qui est aussi un instrument de préservation de sa propre santé, lui qui doit aller visiter les pestiférés. Dans ce grand nez, il met des herbes aromatiques qui sont censées purifier l'air, sans qu'on sache quel est l'agent infectieux. On ne parle pas d'agent infectieux, on parle de miasme, on ne sait pas très bien ce qu'il en est, mais on a l'impression que l'air est mauvais, et si je respire cet air, eh bien, je suis pestiféré à mon tour. Et là, vous avez une carte, je vais au grand galop pour l'histoire de la peste. 1000 ans en 3 diapos, c'est vraiment assassin comme traitement pour la peste. Mais elle-même a été suffisamment assassine. Elle ne l'est plus vraiment au début du XXe siècle, où certains foyers demeurent, qui sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Vous avez l'Inde, le sous-continent indien,
Ce qui n'est pas indiqué sur cette carte, c'est Madagascar, où assez récemment, il y a eu des épidémies très localisées d'une peste. Et aux États-Unis aussi, vous avez des foyers, dans le nord du Maghreb, aussi au Maghreb, dans l'Afrique. Donc, vous avez encore des endroits où la peste, cette grande tueuse du Moyen-Âge, demeure, mais aussi sous des formes bien plus modérées, en tout cas plus du tout avec l'effroi. Donc, si vous voulez, une épidémie, elle varie aussi au cours du temps. Ce qui fait très peur à un moment donné ne fait plus peur pour des raisons complexes, culturelles, biologiques, évolution de la bactérie. Et ici, un petit hommage à un autre Suisse célèbre dans cette histoire. Après Tissot, vous avez Yersin qui, en 1894, en 1894, à Hong Kong, il est médecin au Vietnam, mais il va à Hong Kong où il y a une épidémie de peste dans la ville de Hong Kong. Hong Kong deviendra célèbre au XXe siècle pour d'autres épidémies, la grippe de Hong Kong de 1967 par exemple. Mais à Hong Kong en 1894, il y a une épidémie et Yersin découvre là le bacille de la peste qui portera, donc le microbe, une bactérie qui portera depuis lors son nom, le Yersinia pestis. Une autre maladie sur laquelle je vais aussi passer rapidement, mais vous la décrire, une épidémie avec des épisodes épidémiques extrêmement fréquents, c'est la variole, dont je vous ai dit à propos de l'inoculation et de Tissot que c'était au XVIIIe siècle une maladie très meurtrière, et quand elle n'était pas meurtrière, laissant des séquelles épouvantables. En se promenant dans les villes au XVIIIe siècle, on aurait vu qu'il y avait chaque 20 ou 30 ans, peut-être en raison de phénomènes d'immunité perdus d'une génération à l'autre, avec des vagues successives, avec des taux de mortalité de plusieurs pourcents, quelque chose qui ressemble un peu au coronavirus contemporain. Mais à l'époque, ceux qui en réchappaient étaient très souvent extrêmement marqués dans leur physique, avec des cicatrices, notamment sur la face, épouvantables. Et les descriptions, si on lit attentivement certaines descriptions dans les villes, on voyait qu'il y avait une énorme partie importante du passant, des passants dans les villes qui étaient marqués par la variole, donc laissant des traces dans le physique des gens toute une vie. Alors, la variole est très intéressante parce que c'est le début, elle suscite la vaccination. Ici, vous avez Jenner qui découvre le vaccin, c'est-à-dire une inoculation non pas d'humain à humain, mais de vache à humain. On voit dans l'image de gauche une vache tout au fond. Et Jenner, qui c'est une image évidemment trafiquée, je veux dire, enfin, c'est un mythe, une légende. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais en gros, au bout du compte, ce qui se passe, c'est qu'on inocule les gens et à droite, vous avez une scène de vaccination massive. Vous avez même la vache qui est exposée, et une vache qui a la variole de la vache, la vaccine, justement, le cowpox, comme on dit en anglais, et duquel on tire l'élément qu'on va introduire dans l'humain qui va le prémunir contre la variole humaine. La variole de la vache ne faisant chez l'humain que des symptômes très mineurs. Et c'est surtout, si je parle de la variole, c'est parce que c'est l'exemple même qui a marché une fois, dont on désespère qu'il marche une deuxième fois pour une autre maladie, l'exemple d'une vaccination qui a atteint son but, à savoir que grâce à des campagnes de vaccination extrêmement étendues, notamment dans les pays du sous-continent indien où il y avait des réservoirs énormes de virus varioleux, eh bien, ici vous avez des cartes qui vous montrent en 1967 les régions encore atteintes du monde, où c'est en rouge. 10 ans plus tard, grâce à des campagnes de vaccination extrêmement intenses, plus que dans la Corne de l'Afrique. Et en 1980, smallpox, c'est-à-dire la variole, est morte. C'est le seul triomphe véritablement de l'OMS, World Health Organization, vous avez ici son magazine, qui peut faire. Et depuis, il n'y a jamais eu d'autres premières du magazine de l'OMS qui aurait dit, je ne sais pas, Sida is dead ou malaria is dead ou poliomyélite is dead ou tout ce que vous voulez, ou rougeole is dead. On aimerait bien que toutes ces autres maladies à tendance épidémique soient aussi dead que le smallpox, mais malheureusement, ça situe aussi à la fois les triomphes, si vous voulez, d'une méthode qui est la vaccination, mais aussi les impasses et parfois les difficultés de la vaccination. Et ceci, évidemment, fait penser beaucoup aujourd'hui, depuis un mois, les spécialistes des vaccins, les vaccinologues, dont on peut suivre les débats. Si vous les suivez, vous voyez que tout le monde prédit il y aura peut-être un vaccin, hein, tout le monde dit un peut-être, et peut-être dans 6 mois ou dans une année. Et en tout cas, c'est sûr que ça sera beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit et que
le jour où on pourra dire coronavirus is dead ou Covid-19 is dead n'est pas encore prévisible. Autrement dit, les progrès sont en même temps des progrès relatifs, les progrès de la médecine et de la technologie. La vaccination en est indéniablement un qui a sauvé des millions de personnes, qui a prévenu l'arrivée de maladies et sans doute d'épidémies. Eh bien, il est là aussi. C'est une technique qui aujourd'hui trouve ses limites, ou qui les a déjà trouvées, mais qui rend les espoirs, disons, qui mitige un peu les espoirs qu'on peut avoir, même si on sait qu'aujourd'hui, le vaccin sera une arme, j'emploie un langage guerrier, comme ici sur cette affiche, le vaccin sera une arme parmi d'autres, et il en faudra bien d'autres. Le vaccin ne résoudra pas tout. Un avant-dernier exemple sur lequel je vais aller rapidement, c'est le choléra. C'est vraiment les maladies qui, jusqu'à nos jours, ont fait peur. Il y a eu la peste, il y a eu ensuite la variole. Au XIXe siècle, à part la tuberculose dont j'ai déjà parlé, il y avait le choléra. Le choléra, ça donnait en 2 heures une jeune femme toute fraîche et qui se transformait en cadavre ambulant. C'était aussi effrayant dans les descriptions d'époque. Et ceci, le choléra, c'est aussi une réflexion historique sur la globalisation du monde. Ici, vous avez une carte du monde qu'on distingue mal. On voit surtout des traits en gras. Et ces traits, ça part d'Asie. Vous voyez qu'il y a un tropisme de l'Asie vers l'Europe et vers le nouveau continent américain pour la peste, pour le choléra ici, pour bien d'autres maladies. Aujourd'hui, évidemment, on pense à la Chine, au virus chinois qui crée toute une série de tensions politiques. Je mets des guillemets à virus chinois. J'emprunte l'expression, ce n'est pas la mienne. Là, vous avez le trajet du choléra qui suit les routes commerciales. Au fond, un peu comme le coronavirus, on aurait des trajets où on verrait les trajets des avions. Ici, c'est les bateaux. Et le trajet des épidémies de choléra, c'est un trajet des humains. On vous le rappelle aussi, les microbes ne voyagent pas, c'est les humains qui voyagent. Et les microbes ne sautent pas d'un humain à l'autre, c'est l'humain qui éternue en face de l'autre ou qui le transmet dans la nourriture ou dans toutes sortes de produits. Et c'est bien l'humain qui est en cause dans les épidémies, non pas le virus. Et c'est une réflexion qui a pris corps au XIXe siècle. Et effectivement, à partir du XIXe siècle, vous avez la mise en place d'organisations internationales. On s'est aperçu, à partir du XIXe siècle, que l'épidémie, c'était international. La pandémie. Enfin, là, vous avez avec le choléra l'esquisse de la notion de pandémie. Ça part d'un endroit, ça va dans le monde entier. Et malheureusement, si on veut réfléchir à partir de ça sur nos situations contemporaines, on voit à quel point, par exemple, l'Union européenne est fragile et cette notion de globalisation qu'il faudrait aussi avoir dans les mesures politiques, eh bien, le repli entre frontières, à l'intérieur de ces frontières, avec l'Europe qui est bien mise à mal ces dernières semaines, avec chaque pays y allant de son propre credo, eh bien, cette internationalisation n'est pas poussée jusque là où ces grandes organisations qui sont nées au XIXe siècle auraient voulu qu'elles soient poussées. L'OMS est un héritier direct des grandes conférences du choléra à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. La dernière, pour la fin, c'est la grippe espagnole, et qui est un virus. Et là, on est dans quelque chose avec lequel on fait constamment des comparaisons, à mon avis, à un juste titre. Encore faut-il distinguer ce qui est comparable et ce qui ne l'est pas. Là, vous avez l'exemple d'un pic. C'est la première fois dans l'histoire de l'épidémiologie qu'on réfléchit en ces termes de pic en 1919. Ici, vous avez 4 grandes villes et les taux de mortalité en 1918. Vous voyez que ça va tranquillement. Il y a une première petite vaguelette au début, en juin-juillet 1918. C'est tout à gauche. Au milieu, vous avez ce grand pic. Alors ça, c'est la grande vague. Et ces courbes, vous les avez vues au téléjournal ou partout. C'est ces courbes qui font peur à tout le monde, aux médecins cantonaux, aux médecins de santé publique, aux personnels soignants, aux hôpitaux, aux structures de santé publique. Ce pic-là, c'est l'horreur. Et c'est bien ça qui a déterminé la plupart des gouvernements, voyant ces pics-là en train de se produire sous leurs yeux, qui a déterminé à faire l'impensable, c'est-à-dire à tout fermer. Un pic comme ça, c'est la fin du monde, d'une certaine façon. Ça signifie en quelques semaines, quelques jours, des taux de mortalité tellement gigantesques que personne n'arrive à affronter même
dans l'imaginaire ce que ça pourrait représenter. Et donc, il est absolument urgent, toutes affaires cessantes, de prendre des mesures. Et voilà ce pic qui est dessiné, dont on prend conscience pour la première fois, mais de façon, et là, la comparaison avec aujourd'hui s'arrête, puisque les structures, il faut bien dire, assez malmenées, politiques, sociales et sanitaires de la fin d'une guerre mondiale n'ont pas les moyens ou non plus les concepts aussi, et en tout cas pas le pouvoir assez affirmé pour pouvoir prendre les mesures qui ont été prises aujourd'hui. Ces mesures aujourd'hui, dont certains pensent qu'elles sont d'ailleurs trop fortes, ça c'est à voir. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Simplement, je constate que selon le contexte politique, des mesures vont être prises et d'autres pas. Là, à l'époque, ces pics atteignent des taux effrayants. Il y a même une troisième vague au début, tout à droite, au début de 1919, au printemps 1919. C'est peut-être ces rebonds épidémiques qui nous font aussi peur aujourd'hui. On se dit à quand le prochain pic de ce coronavirus, etc. Bon, toutes ces réflexions, vous voyez que les courbes qu'on vous sert, elles ont aussi, elles, une histoire. Et je profite de montrer qu'effectivement, le coronavirus, autre chose qui le distingue de la grippe espagnole, c'était la tranche d'âge. Ça, c'est une thèse faite d'une doctorante médecin, Laura Marino. Je fais un peu de pub pour son travail qui était vraiment remarquable. La grippe espagnole en Valais. Elle a fait cette thèse à l'Institut disons la médecine où je me trouve. Et par exemple, la population valaisanne ou suisse en l'occurrence, vous voyez qu'il ne faut pas regarder le dernier cube à droite qui est l'ensemble des morts, mais vous voyez les 5 premiers petits cubes, de 0 à 20 ans, très peu de mortalité. Entre 20 et 50 ans, c'est là où tout le monde meurt. Et les vieillards ou les personnes de plus de 50 ans, à l'époque, on les appelait les vieillards. Aujourd'hui, on dit 65 ans. Chaque époque a des définitions pour ce qu'est un vieillard, une personne âgée. Mais là, c'est les personnes dans la force de l'âge, hommes et femmes, hommes un peu plus que les femmes. Et donc, un profil épidémiologique très, très différent de celui que nous rencontrons aujourd'hui avec le coronavirus. Et là aussi, pour terminer, des images qui évoquent à la fois ce qu'on craignait que deviennent nos hôpitaux et pour lesquels on a fait énormément d'efforts ces dernières semaines. Au CHU où je me trouve, on n'a pas assisté à des scènes comme ça, mais on a vidé tous les étages pour pouvoir faire des endroits qui seraient des endroits où on pourrait isoler les personnes, comme on tentait de le faire en 1919 avec les moyens du bord en octobre 1918 sur ces images-là. Et la dernière illustration, c'est aussi montrer les gestes de distanciation sociale qui ont existé, ils existent depuis le Moyen-Âge. En 1918, on a tenté de le faire avec les moyens du bord, avec les concepts scientifiques de l'époque, et ça donnait ceci, des respirateurs, non pas pour mettre de l'oxygène comme en bas à gauche, mais c'est pour purifier l'air, donc avec une idée aussi aujourd'hui qui est débattue scientifiquement, en tout cas, qui ne serait pas aussi absolue qu'à l'époque, où la liseuse dans une bibliothèque pouvait se mettre ce masque pour pouvoir respirer du camphre. En haut à droite, vous avez des enfants. Si vous regardez bien, vous avez sous leur cou une petite pochette qui est attachée par une ficelle autour du cou. Et c'est du camphre. Et on dit, voilà, l'enfant n'attrapera pas la grippe s'il respire du camphre qui a cette bonne odeur forte et puis qui tue tout ce qu'on veut. Et les masques en bas à droite et en haut à gauche, les fils dans les cantines militaires. Là, la distance de 2 mètres est nettement pas respectée. Aujourd'hui, ces gens seraient à l'amende. Bref, toute épidémie ressemble à une autre d'une certaine façon, et toute épidémie ou pandémie aujourd'hui est absolument singulière. Je pense que ça explique à la fois le fait que l'histoire permet de retenir un certain nombre de leçons. L'histoire est utile, mais l'histoire ne suffit pas parce que je pense que chaque épidémie, et si je dois prédire l'avenir, c'est que je dirais la prochaine épidémie, ce sera une épidémie où on saura beaucoup de choses, mais on sera certainement aussi pris au dépourvu. Il y a quelque chose de l'ordre qui prend à rebours les sociétés humaines. En tout cas, ça, c'est une des leçons de l'histoire. Pas très optimiste pour la suite, mais attendons les prochaines mesures du Conseil fédéral, de nos autorités. Restons keep safe, portons-nous bien, respectons les distances sociales. Voilà le message que je peux vous dire à la fin de cette conférence. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Vincent Barras, pour cette présentation. On a couvert un panorama historique assez impressionnant d'Hippocrate jusqu'aux épidémies du 19e et du 20e siècle.
Alors, on est environ 70 personnes, hein. Il y a 52 personnes sur Zoom, il y a 20 personnes encore sur Facebook Live. Je vous rappelle, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. L'idée de ce canal scientifique, c'est d'avoir un expert sous la main, en l'occurrence Vincent Barras, qui est un historien de la médecine et médecin. Et il est à votre disposition. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. On a déjà plusieurs questions qui ont été posées. Donc, je vous rappelle, sur Zoom, vous pouvez cliquer sur Converser et puis écrire votre question. Si vous souhaitez parler et apparaître à l'écran, vous pouvez lever votre main. Donc, vous allez dans la liste des participants et puis vous cliquez sur le bouton lever la main. Comme ça, on pourra vous donner la parole. Et puis, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez laisser un commentaire sur le fil de la vidéo et on prendra aussi votre question. Alors, j'ai déjà reçu quelques questions. La première qui a été posée, c'est une question d'Aude pour ouvrir les débats. Elle nous demande de quand date la première trace du mot épidémie dans les sources. Notamment, parle-t-on déjà d'épidémie lors de la propagation de la peste? Et ensuite, elle se demande si la différence entre épidémie et pandémie est juste une question d'échelle. Vincent Barras. Oui, alors, deuxième question, épidémie, c'est un phénomène général. Ce n'est pas qu'une question d'échelle, c'est une question de précision. L'épidémie, c'est toute maladie qui concerne non pas un individu ou un état pathologique, qui concerne une population donnée. Alors aujourd'hui, on étend cette notion d'épidémie à des maladies qui ne sont pas infectieuses, mais traditionnellement, jusqu'il y a 50 ans, je dirais, les épidémies, c'était des maladies infectieuses, ou contagieuses plutôt, qui se transmettaient par contact d'un individu à l'autre et qui concernaient une communauté. La pandémie est une notion qui a été inventée par ces organismes internationaux dont j'ai évoqué l'histoire, qui précède l'OMS. Au début du XXe siècle, on a commencé à parler de pandémie, c'est-à-dire l'ensemble, le tout, au fond, toute la planète. Donc une notion, l'idée qu'une épidémie ou ces phénomènes de maladie devaient être pensés non seulement à l'échelon global, local, mais aussi à l'échelon global. Les pandémies, aujourd'hui, il y a une définition technique, 5 continents, tant de pays par continent, etc. Je ne rentre pas dans les détails, ça change un peu, mais c'est une définition technique précise. Épidémie, c'est le phénomène en soi. La pandémie, c'est son extension sur l'ensemble de la planète. La première partie de la question, depuis quand on évoque les épidémies? Effectivement, au Moyen-Âge, on parle déjà d'épidémies, comme je l'ai mentionné. Hippocrate, c'est-à-dire des textes grecs d'il y a plus de 2500 ans, eux parlent d'épidémie, avec une notion pas toujours équivalente à nous, à ce que nous appelons, nous, épidémie, à savoir, comme je viens de le définir, mais des maladies, globalement, quand même, ça s'est tiré de cette étymologie sur le peuple. Donc, c'est des maladies, au fond, qui nous font penser, qui nous obligent à penser, qui obligent les médecins à penser, non pas en termes d'un individu qui est malade de telle maladie, mais d'un groupe, quel qu'il soit. Donc, épidémie est une notion bien ancienne. Et la peste au Moyen-Âge est déjà une épidémie. Merci beaucoup. J'essaie de prendre les questions dans l'ordre. J'ai une question d'Yvon Ray qui demande si on peut parler brièvement de la grippe asiatique de 1957 et quelle différence avec la situation d'aujourd'hui. Alors peut-être il faut commencer par rappeler de quoi il s'agit quand on parle de la grippe asiatique de 57. Personnellement, j'en sais pas beaucoup plus. Alors voilà, donc après la fameuse grippe espagnole qui n'avait d'espagnol que de nom, parce que les seuls à l'avoir déclaré au niveau public, c'était les Espagnols, qui n'étaient pas en guerre en 1918 encore. Les Français, les Allemands, où la grippe espagnole faisait des ravages, ne déclaraient pas, puisque c'était des secrets militaires. Donc la question de l'information était aussi cruciale dans ces cas-là. J'aurais dû l'évoquer, c'est une notion fondamentale dans la question d'épidémie. À partir de la grippe espagnole, on a commencé à surveiller ces fameuses grippes, qui est une notion qui naît aussi au début du XXe siècle, un peu au XIXe siècle, qui date probablement de l'Antiquité, mais qui suivent ce schéma, je disais, de l'Asie à l'Europe, aux États-Unis. Il y a ce tropisme-là, il n'est pas absolu, mais il est fréquent. Et je ne veux vexer personne, mais c'est un schéma qui est lié à la fois un complexe culturel, biologique, un complexe de facteurs qui se mélangent entre le culturel et le biologique, les façons de vivre entre animaux et humains, les interactions humains-animales, etc. Et qui viennent effectivement d'endroits dans lesquels il y a un rapport particulier entre l'homme, l'animal, ou les animaux, la chauve-souris, le pangolin, le poulet, le serpent, tout ce que vous voulez, enfin voilà, et l'humain qui consomme ou non, ou qui vit avec à proximité, les virus ayant le temps de se muter. Et la grippe de Hong Kong de 57, puis la grippe asiatique venue d'Asie
pas forcément de Hong Kong, 10 ans plus tard ou à peu près, sont des épidémies assez sérieuses, mais qui ont, et certains aujourd'hui se demandent si c'était pas des, on sait que ce n'est pas des coronavirus, c'est d'autres types de virus, mais certains se demandent si effectivement à l'époque où on n'avait pas du tout pris des mesures, celles de 67, elles ont été très peu étudiées, elles sont passées un peu inaperçues, sinon que les statistiques nous montrent qu'elles ont été extrêmement meurtrières à l'échelle de la planète, sans doute quelques centaines de milliers, voire 1 million ou quelques millions de décès. Donc, c'est des épidémies qu'il faudra, des grippes qu'il faudra revoir historiquement pour essayer de faire le point sur ces questions-là. Comment est-ce qu'elles ont affecté ou non les systèmes de santé? On peut déjà le dire maintenant, c'est que ça n'a en tout cas pas eu l'impact social, culturel, politique, économique que ce que a désormais et qu'aura cette épidémie de Covid-19 dans la mesure où on a beaucoup plus laissé aller, on était beaucoup plus désarmés, où on n'a pas cru bon prendre les mesures. Mais certaines descriptions qu'on lit et qu'on réexhume maintenant de ces grippes laissent à penser qu'elles étaient gratinées, si je puis dire, et que la grippe de 57 et celle de 68 en particulier, la grippe asiatique, a sans doute été assez féroce. D'accord, merci. En attendant que je prenne la prochaine question, peut-être Vincent, vous pouvez juste quitter le partage de votre écran, comme ça on vous verra mieux quand vous répondez aux Alors, le questions. partage de mon écran, c'est… Et puis, pendant que ça, il Comment doit y est-ce que avoir je un fais ça? bouton. Voilà, je vais… Il faut que j'aille dans le partage d'écran. Alors, Je crois que normalement, ça y est, c'est bon. C'est bon là? Voilà. Comme Ouais. ça va? C'est bon, parfait, impeccable. Alors, on avait une question, ou peut-être je vais donner la parole à la personne qui a levé la main pour poser la question elle-même. C'est Laure Salamolar. On va lui donner la parole. Je crois que c'est Émilie qui peut faire ça. Voilà. je m'en occupe. Ouais, c'est bon normalement. Vous m'entendez? Oui, Et alors, c'est pas. c'est pas Laure. Non, alors j'entends rien, mais je… Mais là, on n'entend plus. Elle s'est remise en muet, pardon. C'est bon. Donc, on peut aussi suivre les conférences en binôme. La question, elle venait encore à des gens, un groupe plus large, c'est les communautés. Hein. J'aimerais savoir comment les communautés religieuses vivaient ce genre de situation d'épidémie, parce qu'on a souvent entendu que les communautés religieuses se réunissaient, faisaient des processions, faisaient des messes pour essayer de lutter contre les épidémies. Et puis, dans un même temps, on a cette volonté de s'éloigner les uns des autres. Et comment les communautés religieuses vivaient ça, ce conflit quelque part? Alors, pour autant, il faudrait se pencher historiquement cas par cas, parce que je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Il y a quelques tendances, à savoir que les communautés religieuses ou les églises, l'Église catholique en l'occurrence, voire les églises réformées en Europe, à partir du Moyen-Âge, d'une certaine façon, ont été des cibles particulières, effectivement, vivant en communauté, un peu comme un paquebot ou un couvent ou une communauté vivant fermée. C'est un endroit où le bacille de la peste arrive ou tel autre, la tuberculose. Il y a toute une histoire de la prévention pour ces milieux plus ou moins fermés ou clos sur eux-mêmes, et qui sont des foyers particulièrement fragiles, disons, pour les épidémies. Mais il faut aussi voir dans l'autre sens, à savoir que ces communautés, souvent, se sont faites une spécialité, je dis, sans cynisme aucun, vraiment. Elles en ont fait leur beurre d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça a été les seuls bénévoles, je dirais en tout cas capables ou du moins mettant dans leur statut ou leur fonction, faisant du soin des pestiférés, par exemple, leur mission sur Terre. Eh bien, certaines communautés ont profité, mais de nouveau, je ne veux vraiment pas mettre de cynisme là-dedans, elles ont profité ou elles ont bénéficié de ces épidémies pour s'imposer comme des soignants particulièrement humains ou capables d'apporter là où des soins, de l'alimentation, là où personne d'autre voulait aller. Donc il y a ce rapport ambivalent, je pense, entre religion d'une part et plus largement communauté individuellement, et ensuite épisodes d'épidémie. Il faudrait voir de cas en cas, et peut-être aussi à propos du coronavirus et du Covid aujourd'hui, de la Covid aujourd'hui, comment les choses se passent. Ça, je n'ai pas d'idée. Ce serait très intéressant de documenter. Je pense que de cas en cas,
il y aurait certainement des situations très, très différenciées. Merci. Je profite pour saluer les personnes qui nous ont encore rejoints sur Facebook. On est toujours une cinquantaine de personnes ici sur Zoom et il y a une vingtaine de personnes sur Facebook. Et puis comme il y a visiblement des binômes, si ça se trouve, on est beaucoup plus que ça encore à suivre ce carnet scientifique sur épidémie et histoire emmené par Vincent Barras. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous avez le bouton converser en bas au milieu de votre écran sur Zoom, ou alors vous pouvez lever votre main pour poser votre question directement de vive voix à Vincent Barras, ou sur Facebook Live, sur Facebook, vous pouvez laisser un commentaire. La question suivante que j'avais prise dans l'ordre, j'essaie de suivre un peu l'ordre des questions, c'est une question de Grégoire Jappiot qui nous demande: est-ce que l'analyse de l'histoire des épidémies permet de faire de la prospective et imaginer ou prévoir les risques dans le temps? Et il dit ensuite, on parle beaucoup de Bill Gates qui avait en 2015 prédit l'arrivée d'une pandémie de manière assez précise avec des guillemets. Oui, alors Bill Gates n'est pas le seul à avoir prédit cette pandémie de façon précise. Il y a, et on va en retrouver plein de prophètes comme ça après coup. C'est sûr que toute une série de mesures d'alerte, on parle du SRAS, de COV1, celui-ci, de 2002-2003, on parle de la swine flu ou la grippe mexicaine de 2008-2009, et du MRAS au Moyen-Orient, donc qui ont été des sortes de répétitions générales, si on veut, de ce qui nous arrive aujourd'hui. Les épidémiologues, moi je les ai entendus dans les années 90 déjà, ou 2000, les virologues travaillent sur ces hypothèses-là depuis longtemps. Donc, il n'y a rien de surprenant d'une certaine façon, sauf qu'évidemment, c'est quand même difficile d'imaginer l'imaginable. On peut l'imaginer en théorie, mais de le mettre en pratique, c'est encore une autre affaire. Donc, alors, cela dit, moi, je crois que les pouvoirs de l'histoire sont limités. Je pense que l'histoire, elle vient surtout au moment même. Je ne sais pas si on peut l'instrumentaliser et lui dire, sur la base de l'histoire, notamment de la grippe de 18 ou de celle de 57 ou de celle de 68, on peut dire que ben voilà, il faudra faire comme ceci. D'une part, on voit que de pays à d'autres, une même épidémie, une même pandémie, c'est très différent. Ce n'est pas la même chose en Suède, en Norvège, en Suisse, en Autriche, en Italie. On ne sait pas vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce qu'en Italie, ça fait comme ça et pas en Suisse? Ce n'est pas seulement le système de santé qui est plus organisé ici et moins là, ou je ne sais quoi. On comprend, il y a une multiplicité de facteurs. Donc, difficile de tirer dans l'histoire des lois générales, d'une part. En revanche, l'histoire, je pense qu'au moment où les choses se passent, comme maintenant, elle peut avoir non pas cette fonction consolatrice, mais disons de mise à distance, un peu de réflexivité, d'empêcher de tourner en paniquant peut-être. Je crois que c'est plutôt là sa vertu, plutôt que de prévoir un plan précis pour le déconfinement du canton de Vaud ou du Valais au mois de juin 2020. Je ne pense pas que dans l'histoire, on trouvera beaucoup d'exemples très concrets. En revanche, ceux qui prennent les décisions peuvent se dire, avec une perspective un peu historique, peuvent peut-être prendre des décisions un peu plus sensées ou un peu plus apaisées, je dirais, ou moins dans la panique. C'est ce que je pourrais souhaiter de mieux aux historiens, c'est qu'ils soient pris, et aux historiennes, c'est qu'ils soient entendus de cette façon-là. Merci beaucoup. Je vais prendre deux questions qui sont un peu sur le même thème, là, en même temps. Une question de Ludmila et de Kevin. Il nous demande en gros comment est-ce que les épidémies meurent. Alors Ludmila nous demande comment la peste noire médiévale a été stoppée finalement, et puis Kevin nous demande est-ce qu'il y a à terme une possible perte de virulence et de transmissibilité du Covid-19 et d'autres épidémies. Donc en gros la question serait comment meurt une épidémie. On a vu que vous avez parlé tout à l'heure que la variole avait été complètement éradiquée. Par contre les autres semblent ne pas avoir été éradiquées, mais l'épidémie elle-même quand même est passée. Comment est-ce que c'est possible? Oui, alors, alors l'histoire nous apprend que les épidémies ont une fin. En tout cas, les épidémies liées à des agents infectieux. D'autres épidémies, l'obésité, si on prend au sérieux ce que nous disent les épidémiologues, je pense que pour tuer cette épidémie-là, il y aura aussi beaucoup d'efforts à faire si on estime que l'obésité est une épidémie, ce qui est peut-être un peu discutable aussi. Mais bref, pour les épidémies de type infectieux, il y a un équilibre complexe entre l'environnement, l'humain, l'agent infectieux, les animaux, la nature autour, qui fait que, effectivement, un virus comme le coronavirus arrivant aujourd'hui ou le bacille de la peste au Moyen-Âge rompt un équilibre et ça crée ces pics, ça crée cette mortalité. Et ensuite, il y a un rééquilibre qui se fait, ça c'est la fin de l'épidémie. Alors,
c'est la grande question sur laquelle planchent les épidémiologistes, les spécialistes, les virologues. Le pic, la remontée, l'immunité, etc. Donc, c'est un phénomène extrêmement complexe. Mais au bout du compte, il y a, pour une épidémie donnée, un moment donné où l'équilibre se rétablit après avoir fait un nombre plus ou moins important de morts ou de personnes chroniques, malades chroniquement. Ça, c'est toutes les épidémies qu'on connaît assez bien. Seulement, on ne peut pas prédire pour la prochaine, pour celle qui nous arrive aujourd'hui, quel sera le scénario. Ça, c'est le grand mystère. Par ailleurs, on sait aussi que les agents, et ça, on mise là-dessus, mais ça, c'est du long terme. Les agents infectieux, d'une part, on peut, et aujourd'hui, on a des moyens, notamment les vaccins, qui permettent d'enrayer un peu ça, ou voire des antiviraux qui permettraient de diminuer les charges virales chez les individus, et donc collectivement, peut-être de faire en sorte qu'on modifie ces fameuses courbes naturelles des épidémies et des morts et des personnes atteintes. Et puis les agents infectieux eux-mêmes, comme la peste par exemple, ça on l'étudie maintenant avec des moyens très, très sophistiqués, en faisant de l'archéogénétique, si on veut, puisqu'on reprend des fragments dans les cimetières du Moyen-Âge de personnes atteintes de la peste, dont on suppose qu'elles sont mortes de la peste. On va reprendre des fragments biologiques dans les nécropoles. On peut, dans certains cas, trouver des fragments d'ADN du bacille de la peste et voir qu'il y a eu une évolution, qu'il y a une diminution de la virulence, une adaptation. Il faut que la bactérie en question est extrêmement virulente à un moment donné. Bon, il faut quand même quelques centaines d'années. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et on n'a pas une grande crainte que quelque chose comme la peste noire reflambe avec le même bacille, puisque ce bacille a largement perdu sa virulence. Mais là, avec toute la prudence qu'il faut, parce que les mutations existent aussi, puis on n'est jamais tout à fait sur notre coup avec des choses comme ça. Mais donc, l'espoir, mais là c'est un espoir pour les générations futures, c'est que les épidémies qui arrivent avec des virus comme ce virus du sida, qui a été aussi une épidémie épouvantable, avec quelques dizaines de millions de morts, ce qui est quand même pas rien, eh bien, pour des générations à venir, il est possible que le virus, que l'équilibre entre virus mutants, hôtes humains et environnement urbain, etc., et phénomènes culturels divers et variés, fassent que ce ne soit plus une menace. Aujourd'hui déjà, ça l'est nettement moins qu'il y a 30 ou 40 ans, étant donné le fait qu'on a des agents thérapeutiques, mais ça demeure toujours un problème qui n'est pas réglé, une épidémie qui est toujours en cours, le sida. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup Vincent Barras. Je rappelle, je souhaite d'abord la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints encore sur Facebook Live. Je vois des nouvelles personnes qui arrivent. On est une septantaine de personnes toujours, peut-être davantage de personnes derrière les écrans. On est avec Vincent Barras, qui est directeur de l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Il nous fait l'honneur de venir parler avec nous ce soir des épidémies et de l'histoire, spécialiste en histoire de la médecine. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire sur Facebook. Vous pouvez aussi appuyer sur Zoom, sur converser et écrire vos questions dans le chat ou alors lever la main si vous voulez apparaître à l'écran pour poser votre question. Je vais prendre de nouveau deux questions d'un coup. C'est deux questions de Emma qui, dans le fond, traite un peu du même sujet. Elle demande comment est-ce qu'on explique les grandes différences de réaction ou de traitement de la crise entre les pays. Est-ce que ça a toujours été le cas dans l'histoire? Puis ensuite, elle nous demande la différence de réaction entre la grippe asiatique de 1958 et aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des différences de réaction dans le temps, mais aussi dans l'espace entre les différents pays à une même épidémie ou à une épidémie similaire? C'est une très bonne question à laquelle, évidemment, il n'y a pas de réponse. En tout cas, c'est une question qui se pose aujourd'hui avec acuité, avec la pandémie que nous traversons. On aimerait bien qu'il y ait une réponse globale, accordée, que dès qu'il y a une menace, ça soit su partout, que chaque gouvernement prenne des réponses raisonnables. Le problème, c'est que le virus est nouveau, que la politique est ce qu'elle est, que le monde est ce qu'il est, et que le virus, ça je ne suis pas le premier à le dire, c'est presque un truisme aujourd'hui, il révèle les insuffisances, il révèle des conflits ou il les exacerbe. Et donc, les traitements régionaux ou locaux spécifiques, qui dans certains cas sont justifiés, il n'est pas adéquat nécessairement de faire la même chose en Suisse ou dans le canton de Vaud ou dans le canton du Valais, même à des échelles très petites. Peut-être pas la même chose aux États-Unis qu'en Russie, ou je ne sais pas où ailleurs. Donc,
on peut admettre des différences. Toujours est-il que ces différences sont souvent non pas liées à des démarches rationnelles, mais plutôt à des tensions, à des conflits, à des choses irrationnelles, si vous voulez. Et puis, c'est un grand classique, effectivement, qu'on a très bien pu observer avec la grippe espagnole, qui tombait dans un climat tout à fait particulier, qui était celui d'une guerre mondiale, la fin d'une guerre mondiale. Et là, d'un pays à l'autre, évidemment, les réponses ont été fondamentalement différentes. Étant donné le secret militaire qu'il y avait autour d'une maladie qui affectait les armées, évidemment, si vous êtes chef d'état-major ou général de l'armée en France et que vous avez la moitié de vos troupes qui sont malades, vous n'allez pas le déclarer publiquement, puisque c'est la porte ouverte à l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, les traitements, là, ont été extraordinairement différents d'un pays à l'autre, donc c'est une grande constante, cette question-là. Je pense qu'un des sujets de réflexion à venir, ça sera précisément, et par exemple, j'ai évoqué la question de l'Union européenne. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout politologue, donc je ne veux pas m'avancer dans des terrains qui ne sont pas les miens, mais il est évident que le simple citoyen que je suis observe que l'Union européenne, qui est censée fédérer, assouplir, permettre des échanges, a été mise à mal et est mise à mal aujourd'hui, révèle des tensions qui existent dans cette union, et qu'un idéal sanitaire serait en tout cas plutôt de dire il faudrait coordonner les réponses en Italie, en Espagne, en France, en Suisse, même si elle n'en fait pas partie, ou en Norvège, je ne sais où. Si je vous entends pour aller dans cette direction, la réponse à une épidémie ou à une pandémie, c'est sur le plan global que ça devrait se prendre, disons, dans l'idéal. Oui, enfin, ou en tout cas une concertation, parce qu'évidemment, une réponse globale, ça on voit bien, là l'histoire aussi nous l'apprend, et l'histoire immédiate que nous vivons aujourd'hui, que chaque pays, ce virus continue de surprendre. Nous ne savons pas exactement s'il provoque quel type de réponse immunitaire et à quel degré, à quelle vitesse et où, et à quoi c'est sensible, est-ce qu'il est sensible à la saison chaude ou pas, plein d'inconnus. Sur lesquels il vaut mieux pas s'avancer, comme certains l'ont fait, eh bien, ça, on peut en tout cas pas déduire une loi globale, mais probablement l'OMS ou des instances de ce type-là sont a priori faites pour essayer de coordonner tout cela, essayer de prendre des mesures où tout le monde est un peu solidaire, parce qu'une épidémie fait que tout le monde est atteint, les riches et les pauvres, et les nantis, les pas nantis, les hommes, les femmes, il y a des différences, évidemment. Alors, il vaut mieux être dans une épidémie en étant riche qu'en étant pauvre, ça c'est aussi une loi générale, bien sûr, mais disons, la cohésion internationale et la solidarité, ces valeurs qui sont des valeurs morales aussi, elles se révèlent soit pleinement, soit elles révèlent leur manque dans des cas d'épidémie. Et on peut espérer qu'il faudrait quelque chose de cet ordre-là qui préside pour les temps à venir. C'est en tout cas mon vœu, mais là je m'avance comme citoyen lambda et non pas comme historien, si vous voulez. Parfait, merci beaucoup Vincent Barras, donc médecin et historien de la médecine. Je rappelle aux gens qui nous ont rejoints sur Facebook Live que si vous avez des questions à poser à Vincent Barras, vous pouvez le faire simplement en commentaire de la vidéo. Je vais prendre les questions qui nous ont été posées sur Zoom. Là, j'ai une question de monsieur ou madame Reynard. On a observé en Suisse ces dernières années une réticence de certains à la vaccination, par exemple contre la rougeole. Vous en avez parlé un petit peu pendant votre présentation. Actuellement, il semble y avoir un consensus sur le besoin d'un vaccin. Est-ce que lorsqu'un vaccin sera découvert pour la COVID-19, cette réticence partielle à la vaccination pourrait être un frein à son utilisation? C'est le grand débat sur les vaccins, la dangerosité des vaccins, etc. C'est sûr que tout vaccin introduit, en tout cas dans les sociétés démocratiques comme les nôtres, au 19e siècle, on était un peu moins regardant puisqu'on obligeait les gens à se vacciner. Il y a des vaccins, il y a toujours eu en Suisse le régime des vaccinations obligatoires, enfin depuis un siècle ou davantage, ce qui ne voulait pas dire qu'on forçait les gens, mais disons que ça suffisait, on était suffisamment persuasif pour atteindre le bon taux, hein, ça dépend selon les vaccins, il faut vacciner tel pourcentage, 90%, 80%, enfin il y a tout un calcul assez complexe. Mais la question de la vaccination, c'est sûr qu'avec le Covid,
la Covid-19 et comme avec toutes les autres, il y aura des débats. Il y en a toujours eu, il y en a eu depuis le 19e siècle. Donc ça, je peux prédire au moins avec certitude qu'il y aura des débats parce que le vaccin met en tension deux principes qui sont en tension, la liberté individuelle et le bien collectif. Ça, c'est un grand classique de la philosophie politique et je dirais même de l'éthique. Et donc, le vaccin, il est exactement au milieu, si vous voulez. C'est pour le bien de tous et donc qui rejaillit sur moi comme individu. Hein, si la population est débarrassée de la rougeole, moi comme individu, j'ai moins de risques et donc j'en profite aussi individuellement, ou en tout cas potentiellement. Mais moi, comme individu qui doit faire partie de la population, je dois m'enfiler ce vaccin et le vaccin a un certain nombre d'effets secondaires. Certains peuvent parfois être un peu ennuyeux quand même. Il y a eu des dérapages, des mauvais dosages et ça n'a pas toujours été un paradis non plus, les campagnes de vaccination, il y a eu des accidents. Et donc, je prends un risque. Et donc là, vous avez mon intégrité personnelle qui n'appartient qu'à moi, mon corps n'est qu'à moi. Pourquoi est-ce que l'État ou quelqu'un me dirait que je m'enfile quelque chose que je ne veux pas? Et en même temps, je fais partie d'une communauté et je donne un peu de mon corps pour les autres. Ça, c'est une tension qui est fondamentale et qui ne va pas être résolue par la gravité ou qui existera toujours. Peut-être qu'il y aura un peu moins de résistance parce que là, on aura été suffisamment traumatisé pour se dire, bon, ben, cette fois-ci, on ne chipote pas trop comme avec la rougeole et on y va, c'est possible, mais je peux prédire qu'il y aura, en tout cas, ça ne va pas passer comme une mesure absolument anodine, ça c'est évident. Et peut-être, comme vous dites, qu'il y aura une certaine prise de conscience, parce que là, on se rend compte quand même que l'absence d'un vaccin a des conséquences géopolitiques, individuelles, sociales assez majeures. Je vais prendre deux questions en même temps à nouveau, parce qu'elles traitent de nouveau du même sujet. C'est une question de Jacqueline sur Zoom et une question de Sébastien Piton sur Facebook Live. Donc Jacqueline nous dit parlez-nous du besoin des hommes, des êtres humains, de trouver le coupable d'une épidémie. Et puis Sébastien Piton nous pose pratiquement la même question. Y a-t-il une recherche systématique dans l'histoire de boucs émissaires lors des différentes grandes épidémies? Et est-ce que c'est différent aujourd'hui avec nos modes de communication? Est-ce que ça engendre aussi des impacts géopolitiques? Le coupable de l'épidémie, le bouc émissaire. Oui. Je pense que c'est une sorte d'universel anthropologique, ça. L'épidémie, elle n'existe pas dans toutes les cultures comme notion. Hein. Justement, j'ai dit que je suivais un peu la tradition occidentale, là, et qui existe depuis un certain nombre de siècles, voire de millénaires. Il y a 3000 ans, je ne sais pas exactement si, en Mésopotamie, par exemple, où on a un certain nombre de traces, il y avait cette même notion d'épidémie. Mais une fois que vous avez un concept qui s'ébauche de la notion d'épidémie, quelque chose qui touche un ensemble sur une région donnée, dans un temps bref, pour qu'on s'aperçoive qu'il y a un mal qui frappe tout le monde, c'est évidemment je dirais que c'est lié à la recherche d'un coupable. Alors que ce coupable soit une autre communauté, l'étranger, un virus, le pangolin ou le système des foires animales et humains à Wuhan ou autre, le coupable, c'est sûr qu'on essaie de le rechercher parce que aujourd'hui, on essaie de l'avancée de la science contemporaine, moderne et contemporaine, la microbiologie en particulier, qui est une révolution dans la façon de penser la science biologique, en tout cas au 19e siècle. Pasteur, Koch et les autres, et Yersin et tous ces gens-là, si vous voulez, et nos virologues contemporains qu'on voit sur les écrans, eh bien tous ces gens-là, c'est une façon d'assigner une cause, mais une cause à partir de laquelle on pourra développer un certain nombre de pratiques, asseoir un certain nombre de pratiques que les gouvernements pourront prendre, comme la vaccination, comme la fabrication de masques ou la distribution de gel hydroalcoolique ou des choses de ce type-là, si vous voulez. Donc, le coupable, je dirais que ça va avec la notion d'épidémie. Il y a un mal qui... Alors, on dit il y a toujours la part irrationnelle ou de religieux, nous avons péché, donc Dieu nous punit par une épidémie. Bon, voilà, il y a toutes ces explications qui se superposent d'ailleurs très souvent. Et aujourd'hui, en tout cas dans un système d'une démocratie rationnelle et avancée, soi-disant, eh bien, c'est plutôt de l'ordre... on se tourne plutôt vers les virologues, mais ça n'empêche pas une partie de la population de se tourner aussi vers d'autres ressources spirituelles, religieuses ou autres, et puis, bon, pour le meilleur ou pour le pire.
Merci Vincent Maras, je regarde l'heure, il est 21h51, ça fait maintenant plus d'une heure, 1h20 qu'on est ensemble pour parler d'épidémie et d'histoire avec Vincent Maras. Vous êtes médecin, historien, directeur de l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, dans ce cadre de scientifique. On est toujours une quarantaine de personnes sur Zoom, peut-être plusieurs personnes derrière l'écran, on a encore des gens qui sont sur Facebook Live. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire soit dans Zoom en cliquant sur Converser ou en levant votre main, soit sur Facebook Live en laissant un commentaire. Je prends les questions dans l'ordre. J'en ai encore une qui est là, de Patrice Chop, qui nous dit d'abord « Merci Vincent Maras pour votre passionnant exposé ». Et il nous dit ensuite « L'histoire nous montre que l'apparition des épidémies est régulière à travers les siècles. Peut-on les expliquer en lien avec l'évolution des modes de vie, de l'ouverture sur le monde, des relations particulières, générales entre les personnes, sociétés, pays, continents ?» Donc, il y a comment une épidémie apparaît dans le fond, et ensuite, est-ce qu'on peut expliquer des changements dans notre société et mettre ça en lien avec l'apparition d'une épidémie? Ah oui, ça c'est bon, je dirais que c'est quelque chose dont on a pris conscience, historiens, épidémiologistes, virologues qui travaillent dans le meilleur des cas un peu ensemble. C'est en tout cas mon vœu aussi que pour la suite on puisse élaborer des schémas complexes d'explication, de penser ces phénomènes, et pas seulement juste la propriété biologique du virus ou seulement les explications socio-démocratiques, socio-économiques par exemple. Un ensemble, et c'est évident, et depuis quelques années ou voire quelques décennies, que les modèles de compréhension, de réflexion sur ces épidémies sont multidisciplinaires. Et ce qui signifie que, entre autres, on n'est plus seulement tenté d'expliquer l'épidémie par une mutation du virus et basta, par exemple, mais dans un contexte particulier qu'il faut expliquer par un développement économique particulier, une concentration urbaine spécifique. Une ville de 10 millions d'habitants, c'est pas comme Wuhan, c'est pas comme un petit village de 50 habitants, et donc les concentrations, les rapports, les circulations sont différentes. Le phénomène, évidemment, aujourd'hui, alors là, on peut faire des comparaisons utiles avec l'épidémie de grippe espagnole de 1918. Le virus, il a besoin de 12 heures pour aller de la Chine à l'Europe, alors que le choléra au 19e siècle, il mettait 6 mois pour arriver de l'Inde en Méditerranée, ou plusieurs mois. Donc, c'est évident que la globalisation, la rapidité est un phénomène absolument contemporain, enfin, qui est très récent et qui détermine des développements épidémiques, voire même des natures mêmes d'épidémies entièrement inédites. Et donc là, l'histoire, si vous voulez, permet de dire ça, et en tout cas permet de dire, eh bien, on ne peut pas comparer des choses qui se sont passées en 1918 avec aujourd'hui. Donc elle a des résultats négatifs dans ce sens-là. Elle permet de dire, ne croyons pas que c'est comme en 18, puisque beaucoup de choses ont changé. Son rôle dans cette discussion pluridisciplinaire, ce serait de rappeler ce qui a changé, par exemple. Mais c'est une évidence aujourd'hui, et on espère pouvoir en tirer des leçons pour la suite aussi, mais du coup, ça impliquera des changements sociaux majeurs, sans doute, des fonctionnements sociaux qu'il faudra repenser, puisque on sait que la rapidité des communications et des passages des individus, des corps humains, qui sont finalement les vecteurs principaux de cette pandémie aujourd'hui, c'est moi qui transmets le virus et non pas le virus. Le virus, il est innocent. C'est moi qui le transmets à mon voisin si je m'attroupe ou si je vais dans un bar surpeuplé, que je contamine tout le bar, comme ça s'est produit maintes fois ces dernières semaines. Voilà. Ça, c'est sûr que ces modes-là sont liés à une mode contemporaine, une globalisation, la possibilité d'un contact social extrêmement facilité, et à transformer complètement le visage de la pandémie que nous vivons maintenant. Merci beaucoup. J'ai encore deux questions qui restent. Alors, je passerai sous... donc, c'est les questions qui sont dans le chat de Zoom. Une question de Tristan Borne et une question de Monsieur Parvet. Alors, je vais prendre la question de Monsieur Parvet d'abord. Est-ce que les techniques de l'intelligence artificielle sont utilisées dans l'analyse des épidémies passées? Sont-elles ou pourraient-elles donner des indications utiles pour la gestion de cette pandémie ou des prochaines? Comment est-ce qu'on analyse, dans le fond, les épidémies du passé, et comment est-ce qu'on peut utiliser ces connaissances pour Alors, je sais pas si actuelles ou les prochaines? les technologies de l'intelligence artificielle
je dirais presque par définition, elles sont plutôt liées à l'exploitation de grandes masses de données et en temps plus ou moins réel, comme cette épidémie. Alors, je sais qu'aujourd'hui, sans être moi-même du tout un spécialiste de ces questions-là, je sais qu'elles sont largement mises à contribution, notamment pour le traçage, etc. Aujourd'hui, les utilisations de quelque chose qui ressemble à l'intelligence artificielle pour les épidémies passées, c'est évidemment c'est du passé. Il faut réactiver des données pour faire cela. Alors, on peut sans doute le faire et sans doute que ça va être fait, mais je dirais que c'est déjà en partie accompli puisqu'on essaye de retracer. On ne l'a pas vraiment fait pour les épidémies de 57 et 68, par exemple, asiatiques et de Hong Kong respectivement. Et celle-ci, elle devrait pouvoir bénéficier de traitements de masse, c'est-à-dire d'intégration de tout le type de données qu'on a. Mais seulement les données, elles existent au moment où on les prélève, au moment même. Et puis en 57, on n'avait évidemment pas les mêmes soucis de collecte de données et les mêmes données que celles qu'on a pu obtenir aujourd'hui et qu'on obtient aujourd'hui à propos du coronavirus, de la Covid-19. Alors, je pense, pour prolonger un peu et pas forcément répondre directement à François Parvé, je suppose que c'est lui, qu'on va reprendre des données, notamment par exemple la question de la mortalité de ces épidémies, c'est de la grippe espagnole. Aujourd'hui, les chiffres disent 50 millions, 100 millions. Il y a 20 ans, on disait plutôt 20 millions. Il y a 40 ans, les premiers historiens s'intéressaient, disaient 8-10 millions. Donc, vous voyez qu'il y a eu une énorme amplification de l'estimation du nombre de morts pour une épidémie passée il y a longtemps. Donc, là, il y a encore du boulot à faire. Ce serait assez crucial quand même de savoir un peu cette fameuse grippe espagnole. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui semble le plus probant, c'est 50-100 millions, mais c'est peut-être même davantage. Et vous voyez que c'est quand même tout à fait intéressant de se dire que le passé est de loin pas résolu. Alors, je me dis aussi, ça c'est une note d'espoir pour les historiens, hein, cette petite boutade en passant, c'est que ces historiens-là, avec cette épidémie d'aujourd'hui, ils en auront du boulot, hein, ils vont être sollicités. Donc, longue vie aux historiens. Longue vie aux historiens. J'ai encore une question de Chris Schopf sur Facebook. Et aux historiennes aussi. D'ailleurs, bonjour, et aux historiennes aussi, il ne faut pas les oublier. D'ailleurs, bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints sur le Facebook Live. On arrive gentiment à 22 heures, donc on va prendre encore 2 ou 3 questions qui restent dans les conversations qu'on a là, et puis on va gentiment clore la soirée. Donc la question de Chris Schopf, c'est la notion dont vous avez parlé qui associe des représentations sociales entre les épidémies et le sacré, une punition, un châtiment, se retrouve-t-elle dans les différentes cultures religieuses? Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans la chrétienté, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans la culture chamanique, ailleurs? Est-ce que c'est un domaine que… J'aimerais mieux que ce soit des spécialistes d'histoire des religions, en anthropologie des religions, que je ne suis pas, mais je ferai l'hypothèse que chaque système religieux est confronté à ce type de questions, qui sont des questions qui ne sont pas seulement biologiques hein, ou pathologiques, mais qui sont des questions qui remettent en cause nos existences, l'arrivée du malheur collectif et tout ça. Donc, je fais l'hypothèse, sans du tout pouvoir prononcer notamment sur les religions dites chamaniques, si vous voulez, que sans doute, je ferai l'hypothèse que les religions, les systèmes religieux sont notamment des systèmes construits par les humains pour penser à leur façon, pour penser spirituellement, corporellement ou intellectuellement, ces phénomènes qui sont quand même de l'ordre de l'inexplicable. C'est vrai qu'un malheur qui vous arrive aussi grand, aussi répandu, aussi universel, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique, si vous voulez. Donc, je pense qu'il est fort probable que la plupart des systèmes religieux élaborent quelque chose sans forcément apporter les mêmes réponses que celles que nous connaissons bien, notamment dans la religion chrétienne et à partir du Moyen-Âge, où effectivement, bon, certains, alors là, je peux vous dire avec un peu plus d'assurance qu'effectivement, il y a même certains historiens et spécialistes des religions qui disent que beaucoup de choses ont changé dans le pouvoir de l'Église et dans les interrelations Église-société à partir de la Grande Peste, où la moitié de l'Europe décède, ou presque, ou un tiers. Les estimations-là sont aussi un peu flottantes, mais de toute façon, c'est gigantesque. C'est évident que le système religieux s'en est trouvé, certains disent, renforcé et a acquis des caractéristiques qu'il n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cette Grande Peste. Donc, par analogie, je peux penser que le bouddhisme
ou des religions, je ne sais pas, des royaumes incas ont sans doute dû interférer d'une façon ou d'une autre avec ces questions-là des épidémies. Alors, ça fait écho à quelque chose que vous disiez pendant votre présentation plus tôt, c'est-à-dire que les épidémies, vous reveniez sur l'étymologie hein, de l'épidémie, démos, donc on a une parenté avec la démocratie, on voit que, vous l'avez dit, souvent les épidémies ont un impact sur la démocratie ou sur la politique en général. Et Et... Pardon? Et réciproquement, d'ailleurs, oui. Exactement. Oui. Est-ce que, alors là, peut-être le raccourci est un petit peu rapide, mais on a la grippe espagnole en 1918, on a une crise économique qui s'ensuit, et puis on va déboucher ensuite sur un milieu de siècle assez catastrophique sur le plan géopolitique. Est-ce que c'est une constante dans les épidémies d'avoir ce trouble finalement qui est provoqué par une épidémie qui va se répercuter ensuite dans différents domaines de la société avec des conséquences parfois désastreuses? Alors là, les historiens sont en désaccord. Hein. Il n'y a pas d'unanimité. Il y a toutes sortes d'explications. La chute de l'Empire romain à cause de la grippe de Justinien au 5e siècle après Jésus-Christ, oui ou non? Est-ce que l'Empire byzantin, grâce à cette fameuse grippe, aurait justement pris du poil de la bête? Ça, vous voyez, donc il y a des histoires un peu fiction comme ça qui essaient d'expliquer le monde entier par les épidémies. Moi, je serais un peu plus prudent avec ça parce que je pense que justement, les épidémies influencent le monde, mais le monde influence aussi les épidémies, et donc ce n'est pas forcément une relation aussi simplement linéaire et d'une causalité aussi linéaire qui entraîne. Et des historiens ont d'ailleurs aussi, dans le même ordre d'idée, dit que la grippe espagnole a provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais je ne peux pas nier le fait qu'il y a certainement dû avoir une influence, mais comment la mesurer, ça, je pense que c'est vraiment la spéculation un peu hardie. Mais c'est évident qu'un monde dans lequel il y a 100 millions, supposons que cette estimation un peu maximaliste aujourd'hui soit vérifiée, 100 millions de morts sur une population globale qui est 2 milliards ou un peu plus, donc une personne sur 20 de toute la Terre meurt, ça fait quand même beaucoup, et ça a forcément des conséquences, y compris dans des zones, mais à grande distance, des décisions politiques, l'émergence de crises économiques ou autres, c'est sûr. Mais de là à dire la grippe espagnole a provoqué la Deuxième Guerre mondiale, ça, je pense que c'est des relations causales dont les bons historiens et les bonnes historiennes devraient se méfier. Et disons, ceux qui le font, pour moi, sont suspects de ne pas être toujours des bons historiens ou des bonnes historiennes. Voilà. D'accord, avec une visée peut-être un peu plus politique que purement historique. Oui, ça aussi, d'ailleurs. Très bien. Alors, on arrive gentiment au bout de ce quart d'heure. Je vais encore poser deux questions. On a eu une longue question de Tristan Borne. Je vais essayer de la résumer. Je crois que c'est un de vos anciens étudiants du BMed 1.4. Et si j'essaie de résumer sa question, je précise. Pardon ? 1.5. 1.5, d'accord. L'étudiant en question se trompe là, si c'est 1.4. En fait, il parle, alors il fait un peu de philosophie des sciences, si je résume bien sa question, et il parle de la médecine occidentale, et il demande si elle est peut-être plus vraie, la médecine moderne occidentale, elle est plus proche de la vérité que les anciens paradigmes de médecine du passé. Vous avez parlé dans votre présentation des différentes croyances, des miasmes, de la peste, des différentes croyances qu'on avait sur la propagation des épidémies. Aujourd'hui, on a une meilleure connaissance scientifique. Est-ce qu'on est plus proche de la vérité, et est-ce qu'avec cette plus grande proximité, on peut remettre en question la posture parfois un peu relativiste des gens qui disent oui, mais alors la science, la médecine, c'est juste une croyance de plus, une opinion de plus parmi d'autres. Et on voit que c'est un discours qui est souvent repris. Là, je vais un peu plus loin avec la question de M. Borne. C'est un discours qui est souvent repris aussi par des dirigeants politiques de certains pays, de mettre à mal peut-être la science moderne occidentale. Alors, si cet ancien étudiant a bien suivi mes cours de B1.5, il aura compris que ma philosophie de l'histoire de la médecine en particulier, n'est pas celle de décerner des médailles d'or et la médecine moderne étant meilleure que les autres. Je pense que c'est faire un peu fausse route, en tout cas pas fausse route philosophique, que de raisonner en ces termes-là. Ce qui n'empêche pas de penser qu'elle a des effets dans le concret différents des effets qu'avaient d'autres systèmes de pensée, médicaux, philosophiques ou autres, en Occident, la médecine ancienne, ou en Orient, la médecine d'obédience chinoise, par exemple. Et je ne nie pas que
que toutes se valent. Je ne suis pas le relativisme tel que je le pratique assidûment ne revient pas à dire non, toutes se valent et tout est en tout et réciproquement. C'est pas du tout cela. C'est plutôt d'analyser les systèmes de valeurs qui sous-tendent aussi bien cette médecine contemporaine qui prétend, à juste titre sans doute, à une certaine efficacité, et par rapport à d'autres systèmes de valeurs. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas forcément pertinent que de placer le débat sur cette question-là. Est-ce qu'elle est plus vraie? Est-ce qu'elle fait mieux que d'autres? Ça, je pense que il faut abandonner cela parce que d'une part, les autres sont passés, en tout cas les médecines anciennes sont passées. Bon, elles ne sont pas toujours passées parce que la médecine contemporaine est aussi un enjeu politique, si vous voulez, ou en tout cas de marché. Il y a d'autres médecines qui sont concurrentes, c'est de l'homéopathie, d'autres systèmes qui sont concurrents, qui sont parfois parallèles. La médecine chinoise arrivant ici, bref, il y a des systèmes différents qui coexistent, plus ou moins pacifiquement. Et pour moi, il ne s'agit pas de dire que tous se valent, mais qu'il faut prendre acte du fait qu'ils se côtoient, qu'ils sont en tension, et que certains ont des prétentions à la vérité, mais que cette prétention à la vérité, en tout cas, ça, l'histoire nous l'apprend, elle a toujours été déjouée par la vérité suivante. Effectivement, des systèmes d'efficacité que nous mettons en place aujourd'hui, les vaccins, les autres, ont un certain nombre de leur efficacité, mais ils ont aussi dans l'époque suivante, ils sont remis en question pour de plus ou moins bonnes raisons, parce que les temps changent, les gens changent, les virus changent, et que donc la vérité, je pense, j'en fais pas mon objet, disons, comme historien. Mais ça, je l'avais dit aux étudiants de B1.5. Il a corrigé d'ailleurs. Il s'agissait bien du B1.5. Il accuse le tract d'être coupable de l'erreur de numérotation. Vincent Barras. Je ne donne pas une mauvaise note pour ça, c'est bon. Je rappelle pour ceux qui nous ont encore rejoints, parce qu'il y a encore toujours des gens qui nous rejoignent sur Facebook, on arrive gentiment au bout de cette conférence, mais on accueille Vincent Barras, qui est médecin, historien, professeur à l'Université de Lausanne et directeur de l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé de la faculté de biologie et de médecine à l'Université de Lausanne. On a parlé avec lui pendant maintenant presque 1h03 d'épidémie et d'histoire. On a abordé plein de sujets, plein de questions qui ont été posées par vous. On va gentiment mettre un terme avec une dernière question. En plus d'être médecin et historien, vous êtes aussi poète. Et je vois que derrière vous, il y a une question très poétique que j'ai envie de vous poser. C'est comment s'en sortir sans sortir? Voilà, c'est un poète que j'aime beaucoup, qui est décédé. Il s'appelle Gerasim Luca. C'est un poète d'origine roumaine qui a vécu en France, un peu dans la filière, dans la mouvance surréaliste roumaine, la fin de la guerre, Deuxième Guerre, et qui ensuite a émigré en France, et qui a fait un recueil et une poésie formidable qui s'appelle « Comment s'en sortir sans sortir ». Alors, il n'avait pas du tout en tête le confinement que nous vivons aujourd'hui, mais c'est sûr que la poésie, en tout cas ce type de poésie, ça, je ne sais pas si ça m'aide à vivre mon confinement, mais en tout cas, ça l'accompagne, en tout cas. Voilà. Et je pense que, à part les vaccins et les documents sur la grippe espagnole, il y a des ressources dans la vie qu'il faut pouvoir utiliser dans ces circonstances-là, dont la poésie. Merci beaucoup, Vincent Barras, pour ce message d'espoir et effectivement, on ne va pas simplement se contenter de la science ou de la médecine, mais on a aussi une dimension d'humanité qui se manifeste par la poésie et par la culture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Barras. Je remercie tous les auditeurs, auditrices, que je regrette de ne pas avoir vu en chair et en os. J'espère que dans pas si longtemps, on pourra refaire des séances, des vraies conférences. Je crois que le contact, c'est aussi quelque chose qui nous manque. Il faudra réfléchir à ça. Absolument. Alors, on a l'avantage, quand on est en ligne, de pouvoir toucher beaucoup plus de monde. D'habitude, quand on fait ces conversations scientifiques, on est dans une salle un peu plus petite, on doit être sur place à Sion. Là, on peut toucher beaucoup plus largement du monde. On a aussi une tradition dans les conversations scientifiques, c'est qu'en général, à la fin, on partage un verre. Alors là, malheureusement, moi j'ai mon verre avec moi. J'espère que d'autres personnes l'ont aussi. Voilà, on peut faire santé. Santé à tout le monde.
Voilà, et avant de clore ce quart d'essai scientifique, je vais encore, tout en remerciant une dernière fois M. Barras, je vais encore passer la parole à Alexandre Huyet pour le mot de la fin. Merci beaucoup Florian, merci beaucoup Vincent Barras. Donc, au nom de l'association Neurone et puis de Sciences Valais, on vous remercie tous pour ces excellents échanges. J'étais pendant la discussion sur le chat de Facebook. Je crois qu'on a réussi à répondre à plus ou moins à toutes les questions qui ont été posées. En tout cas, on voit que c'est vraiment un sujet d'actualité et puis un sujet qu'on peut encore creuser certainement pendant des heures. Merci beaucoup pour vos réponses. Comme a dit Florian, normalement, c'est le moment où on passe à l'apéro. Ça sera pour une autre fois en chair et en os. D'ici là, tout le monde, prenez bien soin de vous et puis santé et à tout bientôt. Santé, à bientôt. Au revoir.